On m'a demandé de vous parler un petit peu, enfin de reposer le problème de la maladie de Parkinson et de parler de ce qu'on connaît actuellement, de la physiopathologie, de l'étiologie, et puis évidemment je vous rappellerai les principales données cliniques et thérapeutiques concernant la maladie de Parkinson. Alors je pense que je vais redire un certain nombre de choses que vous connaissez déjà. Donc, vous savez que la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative du système nerveux central et la dégénérescence touche non pas exclusivement, mais essentiellement les neurones dopaminergiques de la substance noire ou locus niger. Et ces neurones dopaminergiques sont des neurones qui projettent en particulier sur le striatum. Donc, vous avez illustré sur cette diapositive donc une coupe de mésencéphale d'un sujet normal, et vous voyez donc là la substance noire dont la couleur est donnée par les grains de mélanine qui existent au niveau des neurones dopaminergiques, et ici la même coupe chez un sujet atteint de maladie de Parkinson, et où vous voyez que la couleur noire a disparu parce qu'il y a une dégénérescence des neurones dopaminergiques de cette région. Alors la lésion caractéristique de la maladie de Parkinson, c'est le corps de Lévy qui est illustré ici, qui existe au niveau des neurones dopaminergiques qui sont en dégénérescence, et ces corps de Lévy sont constitués essentiellement d'alpha-synucléine et d'ubiquitine. Alors, la maladie de Parkinson est une maladie qui n'est pas exceptionnelle et dont la prévalence, vous le savez, augmente avec l'âge. Donc la prévalence est d'environ 1 à 2 pour 1000 habitants, et cette prévalence augmente avec l'âge puisqu'elle est d'environ 3% après 80 ans. Mais ça n'est pas une maladie qui concerne uniquement le sujet âgé. Vous savez qu'il existe des formes juvéniles de cette maladie, et nous on voit régulièrement des patients qui débutent la maladie entre 40 et 50 ans, et de manière plus exceptionnelle, mais ça existe, il y a des patients qui développent leur maladie avant 40 ans et même avant 30 ans. Donc une maladie dont la prévalence augmente avec l'âge, mais qui ne concerne pas que les sujets âgés. En ce qui concerne le sexe ratio, vous voyez qu'il est de environ 1,5 en défaveur des hommes, c'est-à-dire que la maladie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Sur le plan étiologique, on ne connaît pas exactement la cause de la maladie de Parkinson, mais on pense qu'il existe l'association de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Alors, en ce qui concerne les facteurs génétiques, moins de 10% des formes, des maladies de Parkinson sont des formes héréditaires, c'est-à-dire héréditaires que l'on peut classer sous un mode autosomique dominant ou autosomique récessif. Néanmoins, même lorsqu'il n'existe pas de manière évidente ce mode de transmission, on retrouve souvent dans les antécédents familiaux des patients atteints de maladie de Parkinson quelqu'un, même si c'est pas un ascendant ou un descendant de première génération, qui peut être atteint de la maladie. Donc on pense qu'il existe un terrain génétique prédisposant pour cette maladie. Alors vous voyez sur cette diapositive, enfin je ne sais pas si vous voyez parce que moi je le vois en très petit derrière vous, qu'il existe un certain nombre de gènes qui ont été individualisés dans les formes familiales de maladie de Parkinson. Alors certaines autosomiques dominants, donc en vert, et d'autres autosomiques récessives. Alors je ne vais pas passer en détail tous ces gènes. Ce que je veux dire, c'est que la découverte de ces gènes, donc dans ces formes familiales, a permis donc de mettre en évidence des protéines qu'on ne connaissait pas impliquées dans cette maladie, et permet petit à petit d'essayer de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques qui interviennent dans la mort neuronale ou dans la dégénérescence neuronale qui existe dans cette maladie. Alors le premier exemple, c'est l'alpha-synucléine. Donc je vous ai dit que l'alpha-synucléine est le constituant principal des corps de Lévy. Bien ça, on ne le savait pas jusqu'à ce qu'on mette en évidence le gène de l'alpha-synucléine dans une famille, une grande famille de patients atteints de maladie de Parkinson, qui était une famille d'origine grecque et italienne. Donc on a mis en évidence un gène. On a dit pourquoi code ce gène, il code pour une protéine.
l'alpha-synucléine, qu'est-ce que c'est que cette protéine, à quoi elle sert. On a fabriqué des anticorps dirigés contre cette protéine, on a regardé où il se fixait au niveau du cerveau, et on s'est aperçu que c'était un constituant des corps de Lewis qu'on ne savait pas jusque-là. Un autre gène qui est intéressant, c'est le gène de la parkine, vous voyez, qui est un gène qui est impliqué dans les formes juvéniles de maladie de Parkinson essentiellement. La plupart des patients qui sont porteurs de cette mutation développent leur maladie avant 40 ans et même avant 30 ans. Donc tous les gènes qui sont impliqués dans les formes, enfin les gènes actuellement individualisés dans les formes héréditaires de maladie de Parkinson sont des gènes qui interfèrent de manière plus ou moins directe, soit avec la mitochondrie, soit avec les processus de stress oxydatif ou de protection contre le stress oxydatif, soit avec le protéasome et avec les mécanismes de nettoyage de la cellule. Donc voilà, donc cette diapositive l'illustre, je ne rentre pas dans les détails, mais donc un point important, c'est que il est toujours intéressant donc d'étudier les formes héréditaires de maladies de Parkinson, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas les gènes, parce que on va pouvoir mettre en évidence les gènes et on va pouvoir comme ça avancer dans la compréhension physiopathologique. Donc si vous avez des familles dans lesquelles il y a une maladie de Parkinson, c'est toujours intéressant de les envoyer à un centre qui s'occupe, enfin qui peut faire des prélèvements, parce que en recherche, ça a un intérêt très important. Alors, je vous ai parlé des facteurs génétiques, je vous ai dit qu'il existait également des facteurs environnementaux qui interviennent probablement dans la survenue de la maladie de Parkinson. Alors, le premier exemple d'implication des facteurs environnementaux, ça a été l'épidémie, épidémie entre guillemets, de syndrome parkinsonien, d'équivalent de maladie de Parkinson, qui s'était développé il y a une quinzaine d'années chez les toxicomanes, des jeunes toxicomanes de la côte ouest des États-Unis, qui en fait utilisaient comme toxique, enfin pour se droguer, c'était un produit expérimental, une héroïne expérimentale, c'était pas de l'héroïne, mais un produit dont la formule chimique correspond au MPTP. Et donc on s'est aperçu que ce produit avait une toxicité et que chez l'homme et chez l'animal, il était susceptible de provoquer des syndromes parkinsoniens avec une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire. Donc c'était le premier exemple de toxicité de produits toxiques qui entraînaient effectivement un syndrome parkinsonien. D'autres produits depuis ont été impliqués, en particulier le paraquat, qui est un insecticide qui était utilisé au Canada et dans des grandes régions agricoles où on a trouvé que il y avait plus de maladies de Parkinson que dans les populations normales. Et depuis, on s'est intéressé de manière un petit peu plus, de manière plus stricte à l'effet toxique éventuellement des insecticides ou des pesticides, et on a retrouvé qu'il pouvait y avoir une corrélation entre l'utilisation professionnelle de certains insecticides organochlorés et la survenue d'une maladie de Parkinson. Donc il y a des travaux qui ont été faits à partir des caisses de patients, de caisses agricoles, et qui ont permis, par des études épidémiologiques, de mettre ce genre de choses en évidence. Alors où agissent ces toxiques ? Oui, donc ces toxiques agissent, certains en tout cas, agissent au niveau de la mitochondrie également, et notamment au niveau du complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc vous voyez que la mitochondrie revient à différents moments dans probablement les mécanismes qui sont à l'origine de la mort neuronale ou de la dégénérescence neuronale dans la maladie de Parkinson. Alors on parle de toxiques néfastes, mais vous savez on dit toujours que le tabac pourrait éventuellement avoir un rôle protecteur et que beaucoup de Parkinsoniens n'ont jamais fumé. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que le tabac a un rôle protecteur. On constate néanmoins qu'il y aurait une réduction du risque de
40% de développer une maladie de Parkinson chez les fumeurs. Alors, est-ce que c'est un effet protecteur du tabac, ou bien est-ce que les patients qui n'ont jamais fumé est-ce que ça correspond à un état prémorbide, pas une anomalie, mais enfin un terrain génétique qui fait que ces patients n'ont jamais eu envie de fumer et leur terrain génétique, par ailleurs, les prédispose éventuellement à la maladie de Parkinson. On ne sait pas très bien pour l'instant. En tout cas, c'est une constatation dans notre pratique quotidienne. Alors, la maladie de Parkinson, vous avez sur cette diapositive, donc la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative, donc avec une aggravation progressive. Donc les neurones dopaminergiques dégénèrent de manière progressive, et il y a de plus en plus de neurones qui sont détruits, et la symptomatologie parkinsonienne donc augmente avec le temps. Vous voyez sur cette diapositive que, en fait, la dégénérescence neuronale débute avant que les symptômes moteurs n'apparaissent, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un certain pourcentage de neurones dopaminergiques qui soient détruits pour que les signes moteurs apparaissent. On pense qu'avant que les signes moteurs n'apparaissent, il existe toute une période qu'on appelait autrefois la période présymptomatique, puisqu'il n'y avait pas encore de signes moteurs, mais on a mis en évidence, là, depuis quelques années, un certain nombre de symptômes qui sont ce que l'on appelle des symptômes prémoteurs, et qui précèdent finalement la survenue des signes parkinsoniens, qui pourraient être finalement annonciateur de la survenue d'une maladie de Parkinson. Alors, parmi ces signes prémoteurs, on connaît bien la dépression. On sait depuis longtemps qu'un syndrome dépressif peut précéder la survenue d'une maladie de Parkinson. Vous avez entendu parler aussi depuis plusieurs années des troubles olfactifs. On sait qu'il peut y avoir une anosmie ou une modification de l'odorat dans les années qui précèdent la survenue de la maladie de Parkinson, mais également d'autres maladies dégénératives. Et puis, vous voyez sur cette diapositive les résultats d'une méta-analyse de plusieurs études de cohortes. Donc c'est des études prospectives qui ont été faites sur des cohortes et qui ont mis en évidence un certain nombre de signes prémoteurs éventuels de la maladie de Parkinson. La constipation, donc qui pourrait précéder la survenue de la maladie de Parkinson des signes moteurs de la maladie de Parkinson de 10 à 20 ans. L'anxiété, également, qui pourrait précéder la survenue de la maladie d'une vingtaine d'années. Et les troubles du comportement du sommeil paradoxal qui précèdent la maladie d'une quinzaine d'années. Alors, aucun de ces signes n'est un signe spécifique, parce que tout patient constipé ne va pas développer une maladie de Parkinson, tout patient anxieux non plus, et les troubles du comportement du sommeil paradoxal ne sont pas non plus spécifiques de la maladie de Parkinson. Ils peuvent se voir ou précéder la survenue d'autres maladies neurodégénératives, en particulier l'atrophie multisystématisée. Alors, je voulais vous montrer un exemple de trouble du comportement du sommeil paradoxal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On voit ? Donc, vous savez, ces troubles du comportement du sommeil paradoxal, ce sont des états finalement d'agitation motrice au cours de la nuit. Au cours du sommeil paradoxal, normalement, on a une atonie, donc on ne devrait pas bouger, et ce sont des patients donc qui présentent des mouvements anormaux, souvent assez brusques, avec quelquefois une agression de leur conjoint. Voilà, je pense que, la vidéo se poursuit, mais je pense que vous avez pu voir quelques mouvements. Alors, en ce qui concerne la maladie de Parkinson, je vais quand même dire un mot des signes cliniques de cette maladie, donc qui sont illustrés par cette vidéo. Donc, vous savez qu'il existe une triade caractéristique de cette maladie, où on n'est pas obligé d'avoir les 3 signes de la triade. Donc, un tremblement de repos que vous avez vu au début de la vidéo. Une akinésie qui correspond à une diminution de la vitesse et de l'amplitude des mouvements, et que l'on peut tester en faisant réaliser au